Pour la première fois, un sondage donne le non gagnant au référendum sur le traité européen. Une tendance à prendre bien sûr avec précaution, mais qui a été largement commentée à droite comme à gauche. On retiendra également le chiffre impressionnant de l'abstention de ce sondage, 53%. Vladimir Poutine à Paris, la main tendue de la France à l'ami russe pour établir une relation stable, une relation de confiance. On a mis entre parenthèses les questions qui fâchent. Ce soir, Gerhard Schröder et José Luis Zapatero ont rejoint les présidents français et russes. Aux États-Unis, cette affaire familiale est devenue une affaire d'État. Une femme dans le coma depuis 15 ans devait être débranchée. Un juge de Floride repousse ce soir l'application de cette décision de justice. Une partie des parlementaires se mobilise pour la maintenir en vie. La plus grande librairie de France, ouverte au public aujourd'hui à la porte de Versailles. Le livre tient salon avec une année exceptionnelle. 455 millions de livres vendus. L'édition se porte bien et les auteurs aussi. Et puis musique avec le retour de Michel Jonas sur scène, un nouvel album en poche. Lâché par sa maison de disques EMI il y a un an, l'artiste a créé son propre label. Un retour gagnant, Michel Jonas commence sa tournée. Madame, Monsieur, bonsoir. Même s'il ne s'agit que d'une photo instantanée de l'opinion publique, pour la première fois, les intentions de vote en faveur du non au référendum passent la barre des 50%. La commission des sondages invite à une lecture extrêmement prudente, un simple indicateur, avec une vraie marge d'incertitude. Restent les chiffres qui n'ont pas laissé indifférents les états-majors politiques. Selon ce sondage CSA, le Parisien, le non l'emporterait à 51% contre 49% pour le oui. Autre enseignement de taille à retenir, le taux extrêmement élevé de l'abstention, du vote blanc ou nul, 53%. Voyons d'abord comment à gauche on analyse cette poussée de fièvre alors que les militants du Parti socialiste s'étaient prononcés il y a quelques semaines pour le oui. J'invite Imbert, Pauline Revenaz. Soudain, dans ce meeting pour le non hier soir, une ambiance de victoire électorale. Ce n'était que l'annonce d'un sondage. Le non représenterait 51% des opinions. Même Jean-Luc Mélenchon, l'invité d'honneur de cette soirée, semble ne pas en revenir. Lui, le franc-tireur du PS, lui qui, malgré la consigne du parti, malgré sa ligne officielle pour le oui, fait campagne pour le non et met en pièces le traité constitutionnel. Beaucoup d'entre nous qui sommes rompus à la lecture de ce type de texte, nous-mêmes, nous n'y comprenons rien. Et je vais vous dire, c'est fait pour. Le non socialiste existe, il prend sa place dans le non de gauche. Communistes, extrême gauche, le camp du non exulte, persuadé que les électeurs sont en train d'évoluer. À partir du moment où ils peuvent exprimer leur mécontentement par rapport aux forces politiques libérales, ils se rassemblent sur le non à gauche. En quelques semaines, les intentions de vote pour le oui ont fondu. La courbe s'est inversée pour des raisons qui dépassent la seule Europe. C'est essentiellement une inquiétude d'ordre économique et social qui, d'un certain point de vue, refait le clivage dangereux pour la démocratie entre le haut et le bas. À nouveau, les socialistes étalent leur division au grand jour. Laurent Fabius a réexpliqué hier soir sa position pour le non, alors qu'autour de François Hollande, le camp du oui dramatise et parle de la menace d'un nouveau 21 avril. J'ai vu des centaines de personnes me dire après, au soir du 21 avril, si j'avais su. Ben là, maintenant, ils le savent. Si on vote non à la Constitution, il y a une crise politique en Europe majeure. On verra si la campagne de conviction, d'explication que nous allons mener porte ses fruits. Une campagne qui commence lundi avec la présentation d'un comité de soutien qui comptera beaucoup de vedettes, promet le PS. François Hollande lui en appelle à Jacques Chirac et lui demande de s'engager, comme François Mitterrand l'avait fait en 92 pour Maastricht. À droite maintenant, nombreuses réactions avec là aussi la nécessité d'expliquer, de convaincre sans paniquer. L'enjeu est historique, que l'on soit pour le oui ou pour le non. Il reste près de 2 mois et demi de campagne, une campagne qui devra servir. Véronique Saint-Olive. Ce matin à Strasbourg, Nicolas Sarkozy est inquiet. D'après le sondage CSA Le Parisien, le non progresserait surtout dans l'électorat de gauche. Pour le président de l'UMP, il est donc urgent de pousser le oui à droite. Hier, dans une salle bondée, il avait souligné les avancées sociales de la Constitution, mais la campagne s'annonce difficile. La campagne ne fait que commencer, allons-y. Quand les sondages étaient très forts pour le oui, je ne pensais pas que ça serait facile. Ils sont moins forts pour le oui, et bien je ne pense pas que c'est impossible. De son côté, le président de l'UDF ne cache pas son inquiétude. Je souhaite que ça joue un rôle d'électrochoc. Je souhaite qu'on comprenne qu'on ne peut pas continuer comme maintenant, avec une campagne du oui tiède, chacun restant dans son petit cercle. C'est vous le photographe? En recevant à Matignon une centaine de jeunes du Parti populaire européen, le Premier ministre espérait créer une dynamique. Douche froide du sondage, mais analyse optimiste doublée dans la langue de Shakespeare. Le oui a besoin du débat
pour gagner. Win, the yes needs a no to win. Again the no. Mais à droite, les tenants du non, eux, se frottent les mains. Voilà, les gens sentent que quand le pouvoir n'a plus le pouvoir, nous n'avons plus que nos yeux pour pleurer et des banderoles pour manifester. Il reste encore 11 semaines avant le référendum et tous savent que rien n'est joué. Le non comme le oui peuvent réserver bien des surprises. Dans l'actualité de ce vendredi, l'émotion n'est pas retombée à Roubaix. La plupart des élèves ont boycotté les cours du collège Sévigné après l'interpellation musclée d'adolescents en pleine classe. Le procureur lui-même justifie la procédure qui a choqué en fait bon nombre d'enseignants et de parents d'élèves. Ce soir, 3 des mineurs ont été mis en examen. Marianne Masse, Patrick Wurstor. Une petite quinzaine d'élèves est rentrée en cours ce matin alors que dehors, une poignée de jeunes avaient décidé une manifestation de soutien à leurs camarades interpellés. Pendant ce temps-là, parents et direction étaient réunis à l'intérieur du collège. Visiblement, les échanges ont été houleux. Rentrez dedans, vous allez voir tous les parents qui pleurent, qu'ils ont été chercher des gamins de 12 ans hier soir chez eux. Là, vous allez comprendre. Je suis d'accord qu'il y a des choses dangereuses comme l'acide qui a été lancé, tout ça. Je suis d'accord que la police a intervenu. Mais il y a une façon d'intervenir. Les enfants ne sont pas des criminels. On arrête nos enfants comme si qu'ils avaient tué quelqu'un. Les faits étaient graves. Des bombes d'acide lancées sur la façade de l'établissement avaient contraint la principale à déposer plainte mardi. Mercredi matin, la police se présente au collège et demande qu'on lui amène 2 des auteurs présumés. Selon des sources policières, c'est l'Éducation nationale qui aurait alors donné son feu vert pour que ces interpellations se fassent en pleine classe. Ce matin, le procureur revenait sur la méthode. Il y a une place pour l'éducation et puis quand on fait appel aux policiers, il y a une place pour l'exercice normal des méthodes policières. On avait affaire en l'espèce à des faits délictueux, il n'y a aucun sanctuaire dans la République. 4 jeunes de 13 à 17 ans ont été interpellés. Ils sont entendus par un juge d'instruction. Les charges qui pèsent sur eux sont lourdes. Fabrication et détention d'engins explosifs et violence avec armes. Du côté du collège, les enseignants mettent clairement en cause la gestion de la crise par leur administration. Les professeurs ne peuvent donc pas être tenus responsables de la situation actuelle. Ils ont à de nombreuses reprises alerté leur direction sur la lente montée des comportements déviants. Leurs appels n'ont pas été entendus. Les cours reprendront-ils normalement lundi? La question restait posée ce soir. Alors que vous êtes nombreux à prendre la route en ce week-end de début de printemps, une nouvelle recommandation de prudence. Sur l'autoroute A7 près de Salon-de-Provence, une conductrice a pris l'autoroute en sens inverse. La collision avec une voiture qui venait en face a été d'une extrême violence. 2 morts et 1 blessé grave. Simulation grandeur nature d'un incendie dans un TGV à Roissy, un test bien nécessaire puisqu'il a permis de souligner certains dysfonctionnements. Romain Clément, Pierre Bonde-Joseph. Vous allez me chercher de la mousse. Oh. Il est minuit, une déflagration vient de se produire. À bord du TGV, c'est la panique. Il s'agit d'un exercice, une simulation dont le but est de tester la rapidité et l'organisation des secours. Il faut s'occuper des blessés et déterminer au plus vite l'origine de l'explosion. Accident ou attentat. Ici, ces pompiers recherchent des traces éventuelles de produits chimiques. Ok, 2 bouteilles de fumigène. Ok, très bien. Le doute est levé. L'hypothèse d'une attaque terroriste est écartée. Entre-temps, le plan rouge est déclenché. 120 fausses victimes doivent être évacuées et l'exercice s'avère riche en enseignements. Si les pompiers sont à l'heure, les médecins tardent à arriver. La simulation dure depuis plus d'1 heure et ils ne sont toujours pas là. Les autres médecins arrivent avec les secours adaptés et les moyens d'évacuer les victimes. Ça fait 1h30 quand même, ça a commencé. Il faut que le temps que tout le monde arrive. Il y en a qui arrivent de très loin. Voilà. Au niveau radio, là, c'était un peu difficile. Je veux dire, la communication, elle passait pas bien. Enfin, il y avait quelques difficultés d'organisation au niveau de la communication. Des problèmes de communication que les autorités veulent rectifier au plus tôt. Une autre simulation du même type doit être organisée avant la fin de l'année. Nouveau dégazage en mer d'un navire, cette fois-ci battant en pavillon norvégien. À l'ouest de l'île d'Oléron, le chimiquier soupçonné d'une pollution volontaire a été dérouté vers Brest. Il aurait laissé dans son sillage une nappe de 38 km de long sur 80 mètres de large. La justice désormais exige le versement d'une caution suffisamment importante pour être dissuasive à terme. Vous avez sans doute reçu cette semaine votre déclaration de revenus. Il faudra la renvoyer avant le 4 avril. Cette année, une nouveauté qui peut, si vous lisez mal votre feuille, provoquer une certaine confusion ou erreur. Il s'agit de la redevance télé. Prenez vos précautions et ne cochez la case que si vous n'avez pas de téléviseur. Les explications bien nécessaires d'Yvan Martinet et Catherine Juste. Sur la gauche de votre écran, un contribuable. Sur la droite, une télé. Question.
Sur sa déclaration de revenus 2004, doit-il oui ou non cocher la case 0 RA, celle correspondant à la redevance audiovisuelle? Car devant ce petit carré blanc, l'énoncé suivant pose problème. Si, au 1er janvier 2005, aucune de vos résidences n'est équipée d'un appareil récepteur de télévision, cochez la case. Je comprends rien. La case oui ou non, mais rien. Non, je comprends pas. C'est pas très clair, parce que moi j'ai lu la notice en fait. Je pense qu'il faut cocher la case si on n'a pas d'appareil de télévision. Merci monsieur, bonne réponse. Seuls ceux qui ne possèdent pas de téléviseur doivent cocher cette case. Mais la question est-elle bien formulée? Tout est clair de haut en bas de la page. Et si l'on se trompe, est-ce par étourderie ou est-ce intentionnellement? Je ne saurais le dire. En tout cas, cette question, selon vous, est-elle bien posée? Totalement. 20 sur 20, sans hésitation. Pourtant, sur les premières feuilles d'impôt reçues, 13% des contribuables déclarent ne pas avoir de téléviseur. Problème, en France, 95% des foyers sont équipés de télé. Le contribuable étourdi a probablement dû cocher cette case par mégarde, auquel cas... Il suffit qu'il envoie à son centre des impôts une lettre simple en nous indiquant qu'il a coché cette case par erreur et nous rectifierons sans qu'il ait d'autres démarches à faire. Et cela, bien entendu, sans pénalité. Au chapitre social, réunion cet après-midi autour de Gérard Larcher des partenaires sociaux. Il a été fait un état des lieux des salaires dans le privé. Le ministre délégué aux relations du travail voulait jouer un rôle de facilitateur. Le premier rendez-vous concret qu'il a donné sera en juin prochain pour déterminer les secteurs dans lesquels des négociations salariales sont prioritaires. 2 ans après la mise en œuvre de la loi Sarkozy, force est de constater que la prostitution visible a diminué. Aujourd'hui, elle prend une autre forme en quittant les villes pour s'installer dans les banlieues et le milieu rural. Par ailleurs, il y a une autre facette de la prostitution, celle-ci est cachée. Prostitution florissante dans les salons de massage, ou présumée comme telle, ou dans les bars à hôtesses. Reportage à Paris en caméra cachée, Christophe Widman, Guillaume Fautra. À 2 pas de la Tour Eiffel, un établissement discret. Bonsoir, monsieur. C'est un petit bar aux allures chic. À peine entrés, les nouveaux arrivants sont pris en charge. Oui, c'est monsieur de la compagnie. Immédiatement, une jeune femme se présente et précise de quelle compagnie il s'agit. Si vous voulez vous accompagner, c'est une bouteille de champagne par fille en fait. 200 € la bouteille et 200 € la fille en donc c'est 400 €. La relation peut avoir lieu sur place. C'est du proxénétisme aggravé au regard de la loi. Pourtant, ce club privé a pignon sur rue. Il est présent dans plusieurs guides sous l'appellation bar à hôtesse. Bar, ça veut dire vraiment bordel. Officiellement, bar à hôtesse, en réalité, maison close. Ces établissements existent à Paris depuis des décennies, mais la police le reconnaît, les prostituées y sont de plus en plus nombreuses depuis 2 ans. Cette loi dite Sarkozy a rendu la prostitution sur la voie publique beaucoup plus difficile. Donc les filles se sont soit éloignées de ces rues, soit se sont cachées dans ce type d'établissement, entre autres, puisqu'il y a d'autres établissements, salons de massage ou autres, des appartements, etc. Pigalle, quartier historique des bars à hôtesse. Plusieurs dizaines réparties sur quelques rues. La bouteille, vous avez vu, c'est 160 €. Ouais. Si vous voulez aller plus loin, Ouais. vous allez trouver ce que je veux dire. Ouais. Alors, c'est la même chose pour la fille. Alors, 160 € pour la fille aussi. Ici, on ne craint pas la répression. À Paris, il n'y a que 8 policiers pour surveiller plus de 500 établissements de nuit. En 2004, un seul bar à hôtesse a été fermé pour proxénétisme. La suite du procès de Charles Pieri devant le tribunal correctionnel de Paris. Cette journée d'audience a été consacrée aux relations que le Sporting Club de Bastia aurait entretenues avec le leader nationaliste corse. Des allégations rejetées en bloc par la défense. Depuis le début du procès, semble s'installer jour après jour un climat de peur, au point que de nombreux témoins à charge refusent maintenant de venir témoigner. Yann Franti, Sébastien Lafargue.
C'est une réunion impromptue. Quelques minutes seulement après le début de l'audience, les avocats de la défense quittent la salle pour se concerter. Vont-ils ou non continuer à plaider? Une fois de plus, un témoin à charge contre Charles Pieri ne s'est pas présenté. Le troisième en quelques jours. Des témoins auxquels ils disent vouloir être confrontés. Sont-ils absents par peur? La défense rejette toute idée d'intimidation. On en arrive inlassablement à répéter et à revenir sur cette question du sentiment de peur, de l'ambiance de peur, voilà, et sans pour autant que ce soit étayé ou instruit par ailleurs. Et pourtant, quand ils osent venir, les témoins à charge semblent avoir oublié tout ce qu'ils ont pu révéler aux enquêteurs. C'est le cas de cet homme, Édouard Figarella. Non, je n'ai rien à dire. Aucun commentaire devant notre caméra. Il n'a pas été non plus très prolixe hier devant le tribunal. Ancien propriétaire de cet hôtel de Bastia, Édouard Figarella aurait été contraint sous la menace de le vendre en partie à Charles Pieri et à ses proches. Il l'avait expliqué en détail à plusieurs reprises aux policiers. Hier à la barre, très hésitant, visiblement mal à l'aise, il s'est subitement rétracté. Trou de mémoire, hésitation, contradiction, nombreux sont les témoins à revenir sur leurs déclarations. Une ambiance parfois pesante qui ne semble pas du tout affecter le principal prévenu. Derrière son box, Charles Pieri, lui, semble toujours aussi détendu. C'est en allié, en ami que Vladimir Poutine est reçu à Paris depuis ce matin. Jacques Chirac souhaite établir sur le long terme, coûte que coûte, une vraie relation de confiance. Au programme, un déjeuner de travail en tête-à-tête, puis visite au centre des opérations aériennes de Taverny, avant une réunion à laquelle participent ce soir Gerhard Schröder et le chef du gouvernement espagnol. Entre Paris et Moscou, malgré les crispations, on ne veut voir qu'un ciel résolument clair. Jean-Marc Ilouz. Vladimir Poutine à Paris pour parler Europe avec Jacques Chirac et un objectif, détendre l'atmosphère un peu tendue avant le grand sommet Europe-Russie du 10 mai prochain. Pas de critique publique à la George Bush, Jacques Chirac préfère la méthode douce. La littérature russe est à l'honneur au Salon du Livre. Il a donc invité une trentaine d'écrivains à l'Élysée pour évoquer un espace culturel commun avec la Russie. Merci beaucoup. Marque de confiance supplémentaire, le président français a fait visiter au président russe le PC nucléaire de Taverny. C'est d'ici qu'aurait pu être déclenchée la réplique nucléaire française contre l'URSS du temps de la guerre froide. Mais on ne sait toujours pas si les sujets qui fâchent, droits de l'homme et Tchétchénie, ont été abordés en privé. En fin d'après-midi, le président socialiste espagnol Zapatero, grand opposant à la guerre d'Irak, est venu rejoindre son homologue français, rapidement suivi par l'allemand Schröder. Outre l'Europe, qu'il s'agisse du nucléaire iranien ou de la présence syrienne au Liban, les trois Européens sont convaincus de l'utilité de la carte russe. Et contre le régime de Vladimir Poutine, ce rassemblement à Paris sur le parvis de Beaubourg de plusieurs centaines de manifestants. On y retrouve mené par le philosophe André Glucksmann et son épouse, tous ceux qui se battent contre la dictature du maître du Kremlin. Le maître du Kremlin qui torture et massacre le peuple tchétchène au mépris des droits de l'homme. La question précisément des massacres en Tchétchénie sera-t-elle ouvertement abordée lors par exemple de la conférence de presse qui se déroule en ce moment même? Les questions qui fâchent semblent avoir été mises de côté avec notamment l'élimination du leader indépendantiste Maskadov qui a eu lieu dans des circonstances qui n'ont pas été élucidées. Par ailleurs, le régime de Vladimir Poutine a réduit les libertés en Russie, des signes tangibles du recul de la démocratie. Stéphane Bretner. Parce qu'il représente le garant de la stabilité de la Russie, Vladimir Poutine a toujours reçu de Jacques Chirac un soutien particulier. Mais depuis sa réélection l'année dernière, la France, comme le reste de l'Europe, s'interroge sur sa politique. En faisant abattre Aslan Mashradov le 8 mars dernier, Vladimir Poutine a envoyé un message à la communauté internationale. Il n'y a pas de négociation possible sur la Tchétchénie. En tuant l'élu du peuple qui voulait négocier avec Moscou, le président russe a donc fait le choix de la guerre totale. Une guerre sans aucun observateur étranger, un avenir qui fait peur. Si on n'arrête pas Poutine, il se sentira les mains libres et c'est quand même la deuxième puissance nucléaire du monde. Il faudrait que M. Chirac réfléchisse. En menant une guerre fiscale et judiciaire, Vladimir Poutine a fait tomber la plus grosse compagnie pétrolière russe. Yukos, dirigé par un milliardaire, est mis en faillite, puis racheté par une société inconnue. Le monde des affaires russes peut trembler. Et des mises au pas, il y en aura d'autres. Les médias doivent faire allégeance au risque de se voir interdits. Le président supprime le scrutin régional pour renforcer son pouvoir.
Seul échec, les tentatives d'ingérence dans les anciennes républiques comme en Ukraine ou en Géorgie. Malgré cela, aucune voix ne s'élève en Europe. Le message que l'on donne à Poutine consiste à lui dire, quoi que vous fassiez à l'intérieur, vis-à-vis de vos citoyens, quoi que vous fassiez à l'extérieur, dans votre ex-empire, en Tchétchénie par exemple, nous l'accepterons car nous avons besoin de vous. Sur l'Irak ou l'Iran, la Russie reste en effet pour la France un partenaire incontournable. À Rome, le pape Jean-Paul II est apparu hier soir lors d'une vidéoconférence surprise retransmise au Vatican. Jean-Paul II semble amaigri et très fatigué, il a du mal à respirer. Il voulait remercier les jeunes catholiques italiens de leur ferveur et leur soutien pendant son hospitalisation. Aux États-Unis, ce drame qui mobilise l'Amérique autour des opposants à l'euthanasie qui veulent sauver une femme dans le coma depuis 15 ans. Malgré les recommandations de la justice et le souhait de son mari qui demande instamment que l'on débranche le tube qui lui permet de s'alimenter, une véritable affaire d'État au milieu d'un drame familial. Pascal Golomer, Tristan Lebras. Terri Schiavo est plongée dans un coma profond depuis 15 ans. Victime d'une attaque vasculaire cérébrale, elle ne survit que grâce à un tube d'alimentation. Et c'est ce tube que les médecins devaient débrancher aujourd'hui. Ainsi en avait décidé un juge de Floride la semaine dernière. Ce devait être l'épilogue d'un combat judiciaire de 7 ans entre les parents qui sont persuadés que leur fille peut encore guérir et le mari, Michael, qui affirme que Terri ne voulait pas être maintenue ainsi en vie. Elle le lui aurait dit avant son accident. Le juge s'est appuyé sur l'avis de 18 médecins qui ont considéré ce coma irréversible. Mais les parents n'ont pas renoncé pour autant. Depuis le début de la semaine, ils multiplient les manifestations un peu partout à travers la Floride. Ils sont appuyés par de nombreux mouvements religieux, ceux qui militent aussi contre l'avortement. Ils mobilisent l'opinion au nom du droit à la vie. Pour moi, cette décision, c'est un meurtre, un crime. Le cas Terri Schiavo est devenu une affaire nationale. À Washington, les parlementaires conservateurs se mobilisent pour tenter de repousser l'échéance, soutenus par le président Bush, opposé à l'euthanasie. Et cet après-midi, coup de théâtre, ces parlementaires convoquent Terri Schiavo et son mari devant une commission vendredi prochain. Elle est vivante comme vous et moi, et c'est donc notre devoir moral de la protéger contre le sort que lui réserve la Cour de Floride. Un nouveau juge vient de donner son accord à cette comparution et demander aux médecins de ne pas débrancher le tube qui alimente Terri Schiavo. La querelle familiale, devenue affaire nationale, va donc se poursuivre. Au Pakistan, une femme victime d'un viol collectif en appelle au président Musharraf. Ces agresseurs condamnés pourtant en août 2002 ont été libérés cette semaine. Une affaire qui a pris une véritable ampleur, débordant le cadre des frontières. Dorothée Lyrique. Aujourd'hui, Mukhtar Mai reçoit tous les honneurs. Elle est là, assise à côté du Premier ministre pakistanais et pourtant elle revient de loin. Violée par 6 hommes il y a 3 ans, elle se bat pour que justice soit faite. Elle se bat dans un pays où le déshonneur d'une femme ne bouleverse pas grand monde. En 2002, les 6 agresseurs ont bien été condamnés à mort, mais il y a 2 semaines, la Cour d'appel de Lahore en a relaxé 5, condamnant le 6e à la prison à vie. Je vais faire appel auprès de la Cour suprême parce que je ne peux pas accepter une telle décision et je me battrai jusqu'à la mort. L'enseignante âgée aujourd'hui de 33 ans a su alerter la communauté internationale. Elle a même mobilisé quelques 3000 femmes originaires de sa province, le Pendjab. Des femmes qui ont bruyamment manifesté, et c'est une première dans ce Pakistan ultra-conservateur, où la loi du silence entoure les viols collectifs, toujours commis sur l'ordre d'un conseil tribal pour venger l'honneur d'un clan. En un an, quelques 700 viols auraient été ordonnés dans ces conditions. Mukhtaran a subi ce viol collectif devant 1400 à 1500 personnes du village, qui sont restées à regarder la scène. Ils avaient une bonne vue, bien pornographique de ce qui se passait devant eux. Ensuite, au procès, j'ai été choquée quand la Cour a dit qu'elle manquait de preuves. Lundi, la Cour suprême a finalement annulé l'acquittement des violeurs de Mukhtaran, mais les 6 hommes sont toujours en liberté et Mukhtar Mai vit dans la peur, protégé 24 heures sur 24 par 7 policiers.
Florence Aubna et son guide Hussein Hanoun ont disparu depuis 72 jours maintenant. Jean-Pierre Raffarin a déclaré hier soir sur notre chaîne que des contacts sont en train de se structurer, mais il n'apporte pas aujourd'hui de preuves de vie. Par ailleurs, concernant le référendum sur l'Europe, Jacques Chirac à l'instant vient de déclarer qu'il faisait confiance aux Français pour voter en faveur de l'Europe. C'est l'année du centenaire de la publication des premiers articles d'Albert Einstein, des articles qui ont jeté les bases d'une nouvelle physique, envoyée il y a un siècle jour pour jour à une revue allemande, l'occasion de parcourir l'immense héritage de ce génie, Nicolas Châteauneuf, Éric Delagneau. E égale MC2. 100 ans après son énoncé, l'équation est restée célèbre. Mais au fait, que veut-elle bien dire ? Mais non, c'est pas un livre, c'est une formule, je sais pas quoi. Ah oui, ça ressemble à une formule. C'est une formule de scientifique. Ça met en œuvre donc l'énergie, donc la masse et la célérité de la lumière. C'est la relativité restreinte, je pense. C'est la fameuse théorie développée donc par le fameux Monsieur Einstein. Albert Einstein, l'un des scientifiques les plus célèbres de tous les temps. Sa vie, son caractère et les conséquences gigantesques de ses découvertes ont fait de lui une véritable légende. En 1905, cet obscur inconnu publie 4 articles qui vont tout simplement jeter les bases de la physique moderne. Avec lui, l'existence des atomes est enfin prouvée. Mais encore, la matière devient une forme de l'énergie, tout comme la lumière, à la fois particule et onde. Le temps, lui, se lie à l'espace et se met à varier selon la vitesse. Des concepts révolutionnaires dont la portée philosophique donne le vertige. À la Cité des Sciences, les physiciens d'aujourd'hui replongent dans ce tourbillon d'idées et ils sont encore admiratifs. Les atomes, les noyaux dont nous sommes faits, en fait, datent du Big Bang. Et qu'en chacune de ces particules est inscrite finalement l'histoire de l'univers. Donc c'est une conception profondément nouvelle qui a émergé de cette révolution. Les conséquences des théories d'Einstein sont tout simplement immenses. Toute notre société repose sur des inventions ou des procédés qui en découlent. La maîtrise de l'atome, bien sûr, que ce soit pour la bombe atomique ou encore pour les centrales nucléaires. Mais ça ne s'arrête pas là. L'informatique, l'électronique, les lasers, les satellites, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, Einstein a laissé sa marque, offrant à l'humanité une nouvelle vision de notre univers et aux physiciens de nombreux mystères à résoudre. Ce n'est pas un gag. Une voiture qui roule à l'huile de friture, ça ne pouvait être qu'à Marseille peut-être. En tout cas, ce nouveau carburant plutôt inhabituel fait parler. Un carburant moins polluant que les autres qui permettent de se débarrasser de l'huile usagée. Sophie Rodier. Cet homme vient de faire le plein de carburant. Donc là, je viens de récupérer l'huile de friture usagée que m'a fourni ce restaurant. Et donc je fais comme ça pour encore 2 autres et ça me suffit plus que pour ma consommation personnelle. De l'huile de friture usagée pour faire rouler sa voiture, c'est la trouvaille de ce Marseillais. Écologiste convaincu, il fabrique son propre carburant grâce à un procédé inventé il y a plus d'1 siècle. Et ça marche avec toutes les huiles, il suffit de la filtrer 2 fois. On privilégie le tournesol, le colza, toutes ces huiles-là qui sont plus fluides que les autres. Mais en été, par exemple, on peut utiliser l'huile d'olive, ce qu'on veut, quoi. Et pour rouler 100% à l'huile, il a dû légèrement modifier son moteur. Seul inconvénient de ce procédé, l'odeur de friture dégagée par le véhicule. C'est un inconvénient, enfin, si on pense que le gasoil sent bon. Mais ça, le gasoil, comme ça pue énormément, eh ben, autant que ça sente la frite. Hein. Son objectif, convertir un maximum d'automobilistes à ce carburant écologique. Problème, dans cette hypothèse, tout le monde ne sera pas servi. En gros, il faut 1 hectare de surface agricole pour faire 1 tonne d'huile. Et la quantité de surface agricole disponible est trop restreinte pour qu'on puisse donner à monsieur tout le monde et à madame tout le monde de quoi rouler en voiture comme aujourd'hui avec de l'huile. En roulant à l'huile, ce défenseur de l'environnement ne s'acquitte pas de la TIPP, la fameuse taxe sur les produits pétroliers. Il est donc hors la loi, même si en l'occurrence, il roule déjà depuis plusieurs mois avec ce carburant. L'arrivée précoce du printemps avec des températures largement au-dessus des 20 degrés pour tout le week-end. L'occasion de procéder au nettoyage des premières plages, comme à l'île de Léron. François Julien Piednoir. Sur la plage abandonnée, coquillages et gros déchets. Mégots, sacs plastiques ou déjections canines, le vacancier n'en raffole pas. Il faut donc faire plage nette à 3 jours du printemps et quelques semaines des vacances de Pâques. Pour nettoyer, une 50aine d'écoliers agacés par le plagiste négligent. Personne ne ramasse. Et ils font pas attention aussi,
ils font pas attention à ce qu'ils font, enfin, ils s'occupent que d'eux. Ça fait déjà plusieurs fois, moi, que je participe à ces opérations de nettoyage parce que c'est bien quand même pour la nature. Et la nature n'en peut plus. La mer recrache de nombreux déchets avec les marées. On va appeler ça une montagne de déchets qui se trouve à peu près, à la distance je ne saurais pas dire, mais qui se trouve dans le golfe de Gascogne, à 1 mètre à peu près sous la surface de la mer. Et puis avec les grands coups de butoir qu'il y a en automne et en hiver, ça détache quelques fragments et qui se retrouvent donc ici sur nos côtes. À Pâques, la poule aux œufs d'or, c'est le touriste. Il faut donc lui préparer une plage immaculée afin qu'il puisse proprement s'y faire bronzer. Les pibales des bébés anguilles très présentes dans la cuisine du sud-ouest vont peut-être disparaître des assiettes. En effet, les anguilles sont de moins en moins nombreuses et certains souhaitent un arrêt total de la pêche à la pibale. Francis Mazelier, Sébastien Anglade. L'estuaire de la Gironde, l'un des principaux lieux de pêche de la pibale. Ces filets aux mailles très étroites sont un piège parfait pour ces alevins d'anguilles, très réputés dans le sud-ouest. J'ai envie de lever un peu, laver, puis bon allez, on va lever. Gilbert Pinchon pêche ici depuis plus de 30 ans. Un constat, la pibale se fait de plus en plus rare. Bon, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il y a 20 ans, on pouvait faire des marées de 10-15 kilos, c'était pas rare. Quoi. Maintenant, les marées de 10-15 kilos, cette année on en a fait quelques-unes, mais enfin bon, c'était pas la majorité. Quoi. Résultat, ces alevins migrateurs qui naissent dans la mer des Sargasses près des Antilles avant de traverser l'Atlantique se vendent au prix du caviar. La pêche du matin tient dans ce petit seau blanc. Le marieur va venir la chercher au plus vite. Bon, qu'est-ce que ça dit en bas? Ça pêchote ou quoi? Non, rien, ça coupe là. L'affaire est discrètement conclue. 850 € le kilo. Des prix comme ça, il n'y a que le marché chinois. Hein. Tous ceux qui achètent aujourd'hui la pibale, n'importe où en France, à des prix comme ça, c'est que pour l'alvinage, que pour faire grossir. Hein. Aujourd'hui, certains tirent la sonnette d'alarme. Pression de pêche trop forte, braconnage et pollution des eaux. L'espèce risque de s'éteindre. Il faut cesser cette activité pêche. Le cycle de l'anguille étant à peu près entre 12 et 15 ans, on va se réveiller un jour où on aura plus de pibales et plus d'anguilles. Déjà, les jeunes ont beaucoup de difficultés à s'installer. Donc, si on supprimait ça, on leur sortirait pratiquement des années comme cette année, ça va atteindre pratiquement 70 à 80% des chiffres d'affaires. Donc, vous voyez un petit peu ce que ça donne, quoi. Hein. La pibale, seuls quelques privilégiés peuvent encore la déguster. Dans certains restaurants, elle est hors de prix. C'est un cadeau de pouvoir manger ça. Hein. J'en ai vu dans certains restaurants à 100 € la portion. Quoi. Cette pêche pourrait bien disparaître, car la communauté européenne doit bientôt annoncer des mesures d'urgence pour protéger l'anguille. Les JO 2012, après Moscou hier, le comité olympique international en a donc terminé avec son évaluation des 5 villes candidates. À chaque fois, ces visites se terminent par une conférence de presse où l'on scrute chacun des mots choisis par la présidente de la commission décryptage avec Julien Benedetto. Depuis 2 mois, elle jongle avec le rêve olympique de 5 pays. À Moscou hier, Nawal El-Moutawakil, présidente de la commission d'évaluation du CIO, a clôturé sa tournée des villes candidates, avec un rituel immuable, une conférence de presse toujours dithyrambique. Ainsi a-t-on appris hier que la candidature moscovite était on ne peut plus sérieuse. Nous voudrions féliciter la candidature de Moscou pour tout le travail accompli et pour autant de dévouement. Seulement voilà, Madame la Présidente n'a eu de cesse de distribuer les bons points partout où elle est passée. Première ville visitée, Madrid. Poignée de main et candidature jugée très professionnelle. À Londres, les 13 membres de la commission ont apprécié l'accueil royal. Des salons feutrés de Buckingham Palace aux rues décorées de la capitale. Une candidature passionnée. Sous le soleil de New York, Nawal El-Moutawakil continue son exercice de rhétorique. Les Américains promettent un stade olympique au cœur de Manhattan. Un nouveau projet, nouvelle formule. La présidente salue un dossier enthousiaste. On disait Paris favorite. Au cœur du futur village olympique des Batignolles ou au pied de la Tour Eiffel, la commission a été séduite. Verdict sémantique, candidature excellente. Il convient donc de féliciter le comité de candidature pour l'excellente qualité de son dossier de candidature. Alors est-il préférable d'être excellent plutôt que sérieux ou passionné? Réponse le 6 juillet à Singapour.
Rugby avec demain le match Italie-France à Rome. Les Français favoris face à des Italiens qui ont perdu tous leurs matchs depuis le début du tournoi. Un rugby italien qui n'en est qu'au début de son histoire. Christophe Duchiron, Jean-François Renaud. Rome, que l'on dit ville éternelle, est une ville éternellement surprenante. Avec sa fontaine de Trévi, décor de cinéma, de la Dolce Vita. Au Colisée romantique, gladiateur en toque, pour touristes amateurs d'hommes en jupette, finalement, Rome n'est peut-être plus tout à fait ce qu'elle était. Suffit d'aller à l'entraînement du 15 d'Italie, où les joueurs s'entraînent en musique au gros son du hard rock, ce qui au pays des chanteurs d'opéra est un comble. Pour certains, l'Italie dans le tournoi, c'est comme des spaghettis trop cuits, c'est une déception. Depuis leur début en l'an 2000, les Italiens ont gagné 3 matchs sur 24, encaissé plus de 1000 points et toujours perdu contre les Français. Pour leur défense, les Italiens avancent que Rome ne s'est pas faite en un jour. C'est assurément un tournoi d'élite de niveau mondial. Ce que je crois, c'est que le rugby italien a besoin de temps pour atteindre le top niveau et améliorer ses prestations. S'ils veulent remporter le tournoi des 6 nations, les Bleus doivent gagner face aux Italiens, avec plus de 50 points d'écart, à condition que le Pays de Galles perde dans le même temps face à l'Irlande. Ça fait beaucoup de si, et avec des si, on peut mettre Paris dans une bouteille et Rome entre 2 tranches de salami. Le rugby italien est en train de monter, et qu'encore une fois, quand on les regarde à la vidéo, on voit qu'ils ont progressé. Alors on ne va pas dire que c'est la Nouvelle-Zélande, mais c'est certainement une équipe qui est en pleine progression, et qu'il faut, je dirais, appréhender avec le plus grand des respects et le plus grand des sérieux. Demain, face aux Italiens, les Bleus de France ont donc un tournoi à gagner et les Italiens un match à ne pas perdre, vu qu'ils n'ont rien gagné depuis le début du tournoi 2005. Demain 14 h, Rome sera ville éternelle et terre de contraste. À Moscou, très mauvaise soirée pour Brian Joubert qui a terminé à la 6e place lors du concours individuel messieurs des championnats du monde de patinage artistique. Brian Joubert, après 2 chutes sur un quadruple boucle piqué et un triple lutz, a vécu l'un des plus difficiles moments de sa carrière. Dans cet exercice libre, il s'est classé 13e. Pas de déclaration après ce cuisant échec. Le livre se porte bien en France et la plus grande librairie de France est ouverte au public depuis aujourd'hui à la porte de Versailles. Le livre tient donc salon avec cette 25e édition qui s'ouvre sur une année exceptionnelle. 455 millions de livres vendus cette année. L'édition se porte bien, les auteurs aussi et les lecteurs sont au rendez-vous. Le plaisir de lire qui se diffuse jusque dans les tout petits villages de campagne. Ici, il y a moins de 1500 habitants, mais la bibliothèque ne désemplit pas, comme le montre ce reportage à Tillières-sur-Avre de Geneviève Moll et Mathieu Drojoux. C'est un petit village de 1300 habitants, blotti sur les rives de l'Avre, en Normandie. Il a su garder ses commerçants et attirer une population nouvelle, de telle sorte qu'il a fallu ouvrir une autre classe de maternelle en début d'année. Surtout, il a su créer un lieu d'échange avec une bibliothèque où parents et enfants vont à la rencontre des livres. Le mercredi après-midi, on reçoit jusqu'à 30 ou 40 enfants, accompagnés quelquefois de leurs parents pour les plus jeunes. Mais en général, ils viennent beaucoup seuls. Non mais ça va pas, répond l'éléphant en rigolant. Le rapport que les enfants ont à l'école en est changé. En développant comme ça dans les villages des bibliothèques, ça leur donne accès à la culture. À toutes les formes de culture. Le jour où nous étions à Tillières, des comédiens lisaient des poèmes dans le cadre du Printemps des poètes. Et les enfants eux-mêmes s'adonnaient à la poésie. Maman, je t'aime quand tu me fais des bisous. Papa, je t'aime quand tu me fais des câlins. La bibliothèque, c'est d'abord le lieu où les jeunes prennent l'habitude de côtoyer les personnes âgées et les branchent sur Internet pour explorer les manifestations de la région. Tous les Tilliérois peuvent avoir accès très facilement à toute la vie culturelle du département. Les expositions, les spectacles, tout est immédiatement disponible. Et tout cela à partir de la bibliothèque. Ainsi le livre mène-t-il à l'écrit et l'écrit au rêve. Ce jour-là, des dizaines de poèmes s'en sont allés vers les nuages. Musique avec le retour de Michel Jonas sur scène, un nouvel album en poche. Lâché par sa maison de disques EMI il y a un an, l'artiste a créé son propre label. Emmanuel Lambert, Frédéric Basile, Marie-Pierre Castignard. Quand Jonas revient sur scène, c'est un petit peu le monde à l'envers. Son public chante et lui,
Il applaudit. Super public. Pourtant, il y a un an, il avait de quoi déchanter. L'industrie musicale est en crise. Sa maison de disques lui rend son contrat, pas assez vendeur. Seuls mes indépendants, il crée alors son label. J'ai un petit peu plus de responsabilité, puisque c'est mon propre label, mais dans les faits, ça ne change rien, ni pour moi, ni pour les gens qui peuvent écouter mes disques et venir me voir sur scène. Plus qu'un mauvais souvenir, maintenant place à la tournée. Ça commence à être joli. Ça fait 2 ans que Michel Jonas n'a pas chanté sur scène. Je sens que ça va être joli. Le bluesman à la voix cuivrée revient avec un nouvel album, de nouveaux textes, toujours empreints de mélancolie. Quand je me mets dans cette espèce d'état où j'essaye d'être dans un état finalement d'émotion, eh ben, il y a effectivement cette mélancolie qui est là. C'est ça que je vais toucher au fond de moi. Elle existe. Et elle a toujours existé. C'est la clé de son succès depuis près de 40 ans. Entre New York et Versailles, je veux pas que tu t'en ailles. Comment se débarrasser de la présence du passé à la nostalgie, comment mettre un terme? En dépit des modes, des stratégies commerciales, Michel Jonas est bien de retour. Mr Swing préfère souffler le show plutôt que le business. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. Dans un instant, la météo, Nathalie Riouet, puis le point route Valérie Maurice, 20h55 la crime, 1h05 le dernier journal, présenté par Laurence Piquet. Demain, dans Thé au Café, Catherine Sellac reçoit la princesse de Kent. À midi, face à l'image, Paul Naon et Bernard Benjamin reçoivent Christian Clavier et Serge Julie. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès 13h demain. Excellente soirée sur France 2.